Effectivement, ma plus grande déception, c'est de ne pas avoir été sur scène au Hellfest. Je pense que l'engagement, ça a toujours été une posture un peu naturelle chez moi. C'est à la fois un trait de caractère et c'est à la fois, je pense, à travers des expériences, quelque chose que j'ai travaillé. L'entrepreneuriat, de toute façon, il y a forcément des trous dans la raquette dans plein de facettes. C'est 1000 fois plus dur de monter un fonds que de monter une startup. Là où une startup prépare un marathon, comme on dit souvent, nous, quand on monte un fonds, je sais pas, c'est un Ironman. Monter un fonds de venture dans l'impact, je pense que c'est comme monter l'Everest par la face nord. Bienvenue sur Green Cash, le podcast qui explore les coulisses de l'investissement dans la climate tech. Ici, on parle impact et profit, défis climatiques et innovation, mais surtout des hommes et des femmes qui financent par leur choix d'investissement un avenir durable. Parce que comprendre la finance à impact, c'est poser les bonnes questions à celles et ceux qui la font. Parce que allier rentabilité et impact positif, c'est possible. Parce que la climate tech, vue du côté des investisseurs, mérite d'être décryptée. Je suis Marine Goldenberg et chaque semaine, je donne la parole à un investisseur engagé qui partage son parcours, sa vision et ses conseils. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Baptiste. Salut Marine. Comment tu vas ? Ça va bien. Baptiste, j'ai étudié un petit peu ton parcours, qui ressemble beaucoup au récit initiatique, je trouve, d'un héros du Seigneur des Anneaux. Mais toi, ton aventure ne s'étend pas de la Comté au Mordor, mais des Deux-Sèvres, à Paris, en passant par New York et la Californie. C'est de la musique qu'est né ton parcours entrepreneurial lorsque tu crées une association dans la ZIC, comme tu le dis. On aurait pu te retrouver sur la scène du Hellfest, cheveux au vent, tête d'affiche d'un groupe de metal underground, mais c'est une autre partition que tu décides d'écrire. La légende raconte que c'est à une soirée au Trabendo que tu prends la décision de t'associer avec Julien Quintard, l'un de tes meilleurs amis, en t'inspirant de sa thèse. Vous créez ainsi Infinite, une solution de transfert et de stockage de données. En 2016, l'entreprise sera revendue à Docker. Puis en 2019, tu cofondes Famae, un fonds de private equity à impact, l'un des premiers fonds neufs de la place. Aujourd'hui directeur de Matters, un product et startup studio à impact. Musicien, sportif, rugbyman, crossfitter, parent, entrepreneur, investisseur. Baptiste, mais combien d'heures font tes journées ? La demi-mesure ne semble pas être une option pour toi. Bienvenue sur Green Cash, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est rigolo d'avoir j'avais jamais eu cet angle-là en me présentant. Avec la partie Seigneur des Anneaux, non, c'est marrant. Non, effectivement, ma plus grande déception, c'est de pas avoir été sur scène au Hellfest. J'ai pourtant beaucoup assisté il y a plusieurs années. Il te reste encore quelques années. Rien n'est perdu, effectivement. On y croit toujours. Bon, alors Baptiste, j'aimerais que je te propose de te présenter, de me dire un petit peu qui tu es, ce qui t'anime et quelles sont tes valeurs. Eh bien, écoute, moi j'ai tout juste 40 ans, marié, 3 enfants. Et écoute, moi ce qui m'anime, effectivement, je sais pas si c'est un peu ce que je me disais quand j'entendais ta description, mais c'est une notion d'engagement. Je pense que l'engagement, ça a toujours été une posture un peu naturelle chez moi. C'est à la fois un trait de caractère et c'est à la fois, je pense, à travers des expériences, quelque chose que j'ai travaillé. Aujourd'hui, tu l'as dit, ça va faire maintenant pas loin de 10 ans que je suis dans l'univers de l'impact. Au sein de l'écosystème, on va dire, tech, français, etc. On va dire sur les fondations de la Startup Nation. Cet engagement, moi, je l'ai nourri effectivement plus jeune en montant, en investissant, je veux dire, à travers des expériences et des initiatives dans l'associatif. C'était assez jeune en créant des groupes de musique. Et après, en créant, quand j'avais 18-20 ans, une asso dans l'environnement. Et donc, maintenant que je me retourne un peu sur mon parcours, j'ai eu la chance à chaque fois de m'engager sur effectivement des projets qui m'animaient, que je trouvais importants, mais surtout avec des gens avec qui je partageais un certain nombre de valeurs, que ce soit sur une forme de vision du monde, mais également sur des valeurs de loyauté, d'engagement, etc. Et tout en faisant du business, parce que j'ai aussi une approche très mercantile par la suite, en ayant monté des boîtes, des entreprises dans le domaine, en ayant monté un fonds d'investissement. Il n'y a quand même pas plus mercantile qu'un fonds d'investissement. Et encore aujourd'hui, en étant à côté de sociétés qui tentent de
d'adresser des enjeux de rentabilité, de création de valeur avec l'atteinte d'objectifs d'impact environnementaux et ou sociaux. Et donc, tu me parlais de ta passion pour la musique, de ta passion pour le sport aussi. Et alors moi, j'aimerais que tu développes un petit peu justement comment tout ça alors t'aide à la fois dans ta carrière, dans ton mental, mais aussi peut-être pour prendre soin de toi. Tu sais que moi, un sujet qui m'anime beaucoup, alors moi j'appelle ça l'écologie personnelle. C'est comment est-ce que dans des milieux aussi stimulants où ça ne s'arrête jamais que son entrepreneuriat, l'investissement, comment est-ce qu'on tient la distance, comment est-ce qu'on fixe des limites, voilà, où est-ce que tu trouves cet espace pour te ressourcer? Je pense que je l'ai créé sans trop le savoir par contrainte. Tout d'abord avec une première expérience, on va dire pas vraiment optimale sur ma première boîte, où je me souviens, où justement c'est ta première société, donc l'entrepreneuriat, de toute façon, t'as forcément des trous dans la raquette dans plein de facettes. Donc du coup en tout cas, moi, j'ai tenté de les combler en surinvestissant, comme beaucoup d'autres, sur plein de dimensions, et en arrêtant le sport, en me disant j'ai plus le temps de faire de sport. Et je pense et ça, je me souviens à l'époque, que ce soit en termes de gestion du stress, d'y voir clair dans les situations un peu complexes, c'était une grave erreur qui aurait pu me porter préjudice. Finalement, on a réussi à bien s'en sortir et à sortir par le haut avec l'acquisition de la société par une boîte américaine. Mais finalement, je sais qu'après, un des premiers learnings, c'était de me dire, mais en fait, ne jamais tu arrêtes le sport et sous prétexte d'avoir trop de travail, tu ne fais plus de sport. Notamment quand t'es entrepreneur, je pense qu'on pourrait faire un parallèle quasiment avec des sportifs de haut niveau, où finalement le moment où je vais faire un footing ou quelque chose de similaire est aussi important que de me faire un focus sur de la stratégie long terme de ma boîte. Donc ça, c'est le premier aspect. Comment tu fais? Est-ce que tu le mets dans ton agenda? Ah ouais? Dans mon agenda, j'ai un ou deux créneaux dans la semaine. J'essaie aussi d'y aller le week-end où c'est bloqué et où sur un temps du midi, je vais me faire 1 heure de sport. Et je la tiens à 95% du temps. Il y a vraiment des situations par moment, parce qu'il y a des rendez-vous ou des choses à faire, où il y a le feu sur le pont, il faut que je sois là. Mais sinon, je le mets comme contrainte. Parce que finalement, en fait, sinon, c'est une fuite en avant. Je peux toujours trouver des prétextes pour ne pas faire de sport, tout le temps du travail, comme tu dis, etc. Et donc, j'ai tenté d'insérer du sport dans ma routine. C'est une des manières d'y voir plus clair. On est toujours plus lucide après 1 heure de sport qu'avant. Alors, ça veut pas dire que ça résout tous les problèmes, mais néanmoins, quand je prépare des rendez-vous importants, quand je réfléchis à de la strat, franchement, ces moments de méditation, je les ai en faisant 1 heure de footing dans le bois de Vincennes, parce que j'ai la chance d'habiter pas très loin. Et donc, c'est les moments-là où je résous pas mal de choses, où je mets en place pas mal de choses dans la tête. Et le deuxième contrainte, c'est de faire des enfants. Ouais. Alors, faire en tant que tel, c'est avoir des enfants plutôt. Mais ça me rajoute une contrainte de temps qui fait que j'ai le devoir d'être beaucoup plus efficace, parce que comme tous les parents, et à un moment donné, faut aller les chercher à l'école ou à la crèche le soir, faut s'en occuper le week-end, se passer du temps aussi avec eux. Et finalement, des moments où je n'avais pas d'enfants, où j'étais plus jeune, sur ma première société notamment, je pense que c'est pas là où j'étais le plus efficace. Alors il y a aussi l'âge qui fait que j'ai capitalisé, j'espère, sur un certain nombre de choses, mais aussi le fait de savoir que à cette heure-là, j'ai une contrainte en fait, l'agenda, et ça nous rend plus efficace dans pas mal de choses que j'entreprends. Donc c'est la contrainte de sport que je m'applique entre guillemets et la contrainte familiale sont pour moi des manières d'être plus efficace dans mon travail. Et in fine, la journée ne faisant que 24 heures, je pense que l'efficacité est beaucoup plus importante que le volume de travail que je pourrais générer. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie de gérer cette partie-là. Et donc, comment ça se passe, peut-être justement pour les entrepreneurs parents, les parents entrepreneurs et investisseurs? Tu te fixes vraiment des limites, quand tu n'es plus au bureau, tu coupes, ou tu arrives vraiment à switcher ce mode boulot, famille? Est-ce que c'est encore difficile? Est-ce qu'il y a de la culpabilité parfois? Ouais, j'ai souvenir d'en avoir eu plus jeune, sur ma première fille notamment. C'est dans la première entreprise? Mais c'est ça, c'était première entreprise, premier enfant, OK. et à culpabiliser parce qu'elle était malade et je la gardais, et parce que je regardais mon téléphone et je voyais des mails qui tombaient, j'ai envie d'y répondre, et en même temps ma fille est malade, et voilà. Là, j'essaie de
un peu plus cloisonné, même si on a toujours le mauvais réflexe de regarder son téléphone à table et co. Et c'est vraiment pas bien. Mais j'essaye de le ranger. Mais je sais que quand, en tout cas, je dois m'occuper de mes enfants le soir, je regarde pas mon téléphone. Mais par contre, à 21h, je vais me remettre à travailler et donc, en vrai, il faut une forme de lâcher prise sur le 18-20 heures, ce tunnel que beaucoup de parents connaissent, de me dire non, je ne suis pas joignable, mais par contre, je vais être joignable après et je vais travailler après. Donc, c'est essayer de cloisonner ces moments-là parce que finalement, ça passe assez vite et le temps aussi, la qualité du temps qu'on passe avec ses enfants, il y a de mots extrêmement important parce que c'est des éponges et donc ils ont besoin de sentir qu'on est là à 100% pour eux. Et donc, être moyen sur les deux facettes, eh ben c'est vraiment un échec. Donc j'essaye d'être bon en étant dédié sur des créneaux, sur soit c'est mes enfants, soit c'est le travail. Et j'ai la chance, enfin en tout cas quand ils sont jeunes, à moi 20h 21h, tout le monde est au lit. Et donc ça laisse quand même la soirée pour pouvoir travailler, traiter des mails en souffrance ou d'autres choses en ce genre. Est-ce que c'est quelque chose où tu essaies d'accompagner, par exemple, les entrepreneurs et de sensibiliser? Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes pour toi, la manière dont tu sépares, enfin, que tu essaies de cloisonner ou organiser ta vie pro, vie perso? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a aussi un peu un sujet à porter, tu vois, à ce niveau-là. Ouais, c'est assez... c'est à la fois c'est personnel et je sensibilise. En tout cas, moi, j'essaye de parler de mon cas à proprement en parler, notamment quand on travaille beaucoup. Il y a toujours quelque chose que j'essaye de projeter, c'est tenter d'embarquer son conjoint ou son conjointe dans l'aventure, parce que d'extérieur, quand on les met pas dans on va dire dans certains écueils qu'on peut être confronté au quotidien, ça peut après générer des dissensions et voire même des premiers jalons qui peuvent aboutir à des séparations, par exemple, parce qu'on est trop éloigné. Voire même, ça peut aussi, dans certains cas, quand on a quelqu'un qui comprend pas notre paradigme et qui va vous faire un regard extérieur, mais sans avoir tous les éléments de contexte, ça peut aussi nous brouiller la tête et générer des conflits qu'on associés parce que finalement, je sais pas, ma femme pourrait me dire, mais en fait, j'ai l'impression que tu travailles plus que ton associé, c'est pas normal. Vous devriez, alors qu'en fait, elle se rend pas compte que de l'autre côté, parce que je lui ai mal communiqué, qui gère tout un tas de sujets. Donc c'est très important de tendre à les embarquer là-dessus pour qu'ils soient quasiment au même niveau de connaissances, parce que ça peut à la fois vous éloigner et à la fois brouiller aussi une relation que vous pouvez avoir en interne avec vos associés, par exemple. Donc moi c'est un learning que j'ai subi aussi, parce que j'ai vécu une séparation. Alors, je pense pas qu'entrepreneuriat a été le déclencheur, mais c'est un accélérateur. Ça a amplifié quelque chose qui était déjà latent, mais néanmoins, je pense que j'aurais pu, en tout cas dans d'autres configurations, même encore aujourd'hui, ma femme, c'est ma première associée, c'est mon premier mentor, c'est la personne à laquelle je me tourne quand j'ai des écueils à en parler. Je le fais parce qu'elle est de très bons conseils, mais je le fais aussi parce que je sais que c'est important pour me sentir bien et essayer de performer dans mon travail. Elle est entrepreneur également? Elle est pas entrepreneur, mais elle a un job où elle gère pas mal de gens. Et donc, elle a ce mindset. Elle a le mindset, exactement. Oui. Ok, génial. Alors, écoute, Baptiste, moi, j'ai un petit peu investigué pour savoir ce que c'était que de travailler avec Baptiste Pradin. Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que dans l'écosystème start-up, monde de l'impact, ou en tous les cas de la nouvelle économie ou des nouvelles technos, il y a quand même très peu de personnes qui ont occupé des rôles et des fonctions aussi transversales. Baptiste a quitté son granit natal pour monter à Paris et cofonder, en passant par la Mayenne, une start-up Infinite qui l'accompagnera jusqu'à l'exit, vendue à une boîte américaine, ce qui n'est pas rien, loin de là. Baptiste a participé à des programmes d'accélération à Paris et s'y est impliqué à plein, devenant alumni et mentor de chacun d'eux. Il a ensuite cofondé un fonds d'investissement dans le secteur de l'impact, mentoré un nombre de boîtes en impact incroyable, gravité et traversé toute la France pour aller rencontrer des projets brillants et aider les entrepreneurs. Il a dirigé
un accélérateur international à Paris, Techstars. Il s'est impliqué dans tout ce qu'il a entrepris. Il a rejoint et anime aujourd'hui ou co-anime aujourd'hui un super studio dans le secteur de l'impact, Matters. C'est un type qui réunit, comme il l'a toujours fait. Il a été aussi chanteur de groupe de hard rock, biberonné à la fraternité du rugby. Il a joué à assez haut niveau au rugby, de la même façon joué à haut niveau au football, devenu un monstre de CrossFit. Et puis c'est un ami loyal, fidèle, un type bien, un bon vivant, quelqu'un que j'ai adoré rencontrer et avec qui j'adore bosser et échanger. Ah, c'est chouette. Serge Vatine, qui est aujourd'hui le CEO du cabinet d'avocats Bold, spécialisé sur l'accompagnement des startups depuis maintenant plus de 15 ans. Le nom du cabinet avait un autre nom avant, mais moi j'ai rencontré Serge en 2010-2011 quand j'ai lancé ma première boîte. Il fait partie aussi des gens qui ont beaucoup compté dans l'aventure d'Infinite, et encore par la suite on est devenus amis parce que on partage un certain nombre de valeurs très fortes et d'engagement auprès de l'écosystème, avec une forme de pragmatisme, avec une forme de tu vois, par exemple, le Bold avant s'appelait 1134. Alors donc tout le monde pensait que c'était une adresse IP ou un truc tech. En fait, pas du tout. C'est le numéro. C'était un an. C'est un article du code de commerce, je sais plus où, dans un droit, qui traite de la notion de loyauté. Et donc c'est un truc de geek, d'avocat, mais que personne comprenait. Enfin, vrai. Mais en tout cas, ça dénote bien le fait que, je t'en ai parlé un peu au début, mais que sur ces choses-là, on s'y retrouvait. Et donc Serge nous a accompagnés de la création des statuts jusqu'à pas mal d'éléments un peu corporate qui passaient dans la boîte sur comment on allait mettre en place des BSPCE, comment on a pu gérer pas mal de choses sur le social et autres, parce que le cabinet aujourd'hui est 360, jusqu'à l'exit à la boîte américaine. Et c'est encore quelqu'un avec qui aujourd'hui on travaille aussi régulièrement. On intervient même ensemble aujourd'hui auprès d'incubateurs, d'accélérateurs pour faire des masterclass sur la levée de fonds, etc., avec le point de vue de l'avocat, de l'investisseur, de l'entrepreneur. Donc maintenant on intervient ensemble sur ça. Et donc voilà. Et donc c'est quelqu'un de brillant. Et alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous retracer un petit peu quel a été le cheminement? Tu étais entrepreneur et puis tu décides de passer du côté investisseur avec Femmes à Impact. Et aujourd'hui, tu es donc le general manager de Matters. Quels ont été un petit peu, quel a été le processus et tes motivations sur le chemin? Après, sur la fin de la vie d'Infinite, je commençais déjà à avoir des réflexions sur le coup d'après. J'avais vu dans l'écosystème à l'époque, il y avait quand même des gens de la Tech for Good, les boîtes de Tech for Good qui se montaient, comme Blablacar, La Ruche qui dit oui, qui était une AMAP digitalisée, des choses dans le genre. Et donc, moi, mes engagements que je t'ai évoqués, que j'ai eu dans le passé sur le sujet environnement, plus mon expérience en montant une boîte tech, donc la Tech for Good, je me disais, tiens, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette dimension. Donc, tu faisais écho, toi, l'engagement que tu avais eu. Exactement. Et en me disant, tiens, entre l'engagement plus jeune et maintenant mon expertise dans l'entrepreneuriat tech, il y a sûrement des choses à faire. Et donc, au début, j'ai commencé à accompagner des startups dans le domaine. Et petit à petit, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Je me suis rendu compte que il y avait je commençais à avoir les mêmes ingrédients que j'avais pu constater en 2010, quand je me suis mis dans la tech, avec notamment une forme de fuite des talents vers l'impact. Dire qu'en 2010, dans la tech, on commençait à avoir un peu des talents qui se disaient « mais moi, je veux pas travailler pour une grosse boîte, j'ai envie d'avoir de l'impact, en tout cas, d'implication dans la boîte, et on veut travailler pour une start-up, ça a l'air d'être beaucoup plus cool. » Donc c'était quand même une des clés qui fait qu'aujourd'hui, l'écosystème start-up en France est quand même extrêmement mature. Là, je voyais un peu les mêmes choses. Je voyais des gens qui avaient fait 10 ans, banquiers d'affaires ou autres, qui disaient « mais il n'y a pas de sens dans mon job », et qui arrivaient sur des boîtes d'impact. Et qui arrivaient sur des boîtes d'impact, des boîtes d'ESS, qui étaient gérées, ou en tout cas par des gens avec des profils plus militants, qui avaient les signaux faibles de marché, sur du gain potentiel environnementaux et ou sociétaux, et que du coup, le mariage de ces deux profils pouvait pour moi générer quelque chose d'important.
avec des gens qui sachent ce que c'est les frictions qu'il y a dans la société ou dans l'environnement, avec des gens plus business driven qui ont d'autres bagages, mais le mariage des deux allait pouvoir créer quelque chose d'important. Et sous-jacent à ça, je commençais à voir aussi dans des évolutions réglementaires un cadre favorable qui allait permettre de mettre les bonnes conditions pour l'émergence de ce type de boîte. Les boîtes aujourd'hui, dans le retour de la consigne, comme on voit par exemple, tout ce qui a trait à interdiction de l'usage des plastiques uniques et choses dans ce genre, c'est des choses que aujourd'hui des boîtes existent parce que le cadre réglementaire a mis les bonnes conditions. Donc moi, je commençais à voir que dans les cartons, je voyais à la fois un cadre réglementaire qui évoluait, une fuite des talents, et puis bien évidemment un écosystème d'innovation, notamment en France, qui était maintenant entraîné depuis une bonne dizaine d'années à essayer de penser un peu différemment, revoir des modèles. Et donc, tout ça pouvait s'appliquer à l'environnement d'impact. Et donc, en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, je peux passer beaucoup de temps à accompagner des boîtes, mais une des manières d'avoir un plus gros impact, c'est pouvoir injecter de l'argent dans des sociétés qui sont porteuses de TRI financiers et également de gains environnementaux. Et donc, c'est comme ça que je suis venu à créer ce fonds d'investissement-là. Parce que dans le passé, j'avais aussi levé des fonds avec ma start-up. Donc, je suis passé du côté obscur de la force de l'autre côté, mais en me disant, maintenant, je vais me mettre de l'autre côté et on va essayer de les accompagner à la fois sur un point de vue pécunier et à la fois sur une partie également écosystème, parce que quand on est investisseur, on siège au bord des boîtes, on les a souvent, on est souvent en relation avec eux. Donc, il y avait une relation avec le dirigeant qui était aussi importante. Et donc, voilà comment je suis arrivé à ça. Donc, il y avait à la fois des aspirations personnelles qui s'alignaient, mais aussi et surtout, et je pense que c'est là que que j'ai sauté sur l'occasion, c'est de voir un alignement des planètes sur des enjeux réglementaires et un potentiel marché à venir qui allait être conséquent. Et alors, tu ne te lances pas seul, puisque Pharma Impact, tu l'as cofondé. Ouais. Oui, alors moi, jamais je me lancerai seul. Okay. Moi, c'est là, c'est une règle. Ouais, alors je pense... dans l'investissement. Ou même pour faire un voyage, je me vois mal faire un voyage tout seul. Moi, j'ai envie de partager. C'est ça. Et oui, effectivement, je rencontrerai qui viendra mon associé Eric Philippon, qui lui vient du monde du private equity, se cherche une nouvelle aventure. Il vient de sortir d'un 2-3 IM, et on se rencontre tous les deux sur cette volonté de créer un fonds d'investissement dédié aux enjeux environnementaux, à la protection de la biodiversité. Et donc voilà. Et à partir de là, on cofonde Pharma Impact. Et comment se passent les débuts? Alors, tu me dis que toi, tu vois un cadre réglementaire et un vivier de talents en France. Est-ce que ça a quand même été difficile est-ce que c'est difficile de démarrer un fonds, même si vous avez des compétences super complémentaires, toi, ancien entrepreneur à succès, lui qui vient du monde déjà de l'investissement? C'est 1000 fois plus dur de monter un fonds que de monter une startup. Ok, pourquoi? Pour monter un fonds, il faut plusieurs années. Et donc, il y a une forme alors que pour monter une startup, je dépose mes statuts, je fais quelques lignes de code ou quelques, j'en sais rien, des esquisses d'un produit, et puis hop, c'est créé. Par contre, après, je vais mettre 10 ans à essayer de trouver un modèle économique qui fonctionne. Ben, le fonds, c'est l'inverse. C'est qu'il y a une barrière à l'entrée qui est très, très forte pour monter un fonds. Mais il faut qu'il ait monté votre modèle économique, et ben, il tourne. Parce que les management fees, elles sont là. Et donc, c'est compliqué à plein d'égards, et notamment, c'est très compliqué quand c'est un first time fund. Parce que vous n'avez pas de millésime précédent avec la même équipe d'investissement. Vous avez beau avoir des expériences dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat, etc. Les limited partners, les investisseurs du fonds, ce qu'ils vont regarder, c'est quoi votre track record, et notamment en commun. Et donc, quand on crée un first time fund, c'est ça qu'on appelle ça, on n'a pas de track record en commun. On a des track records chacun dans sa ligne d'eau. Et donc, déjà, on part avec un boulet au pied. Donc, c'est déjà très compliqué. Et en plus, tu rajoutes la dimension impact qui peut faire peur parce que compromettre peut-être le retour sur investissement pour de l'impact. Ouais, exactement. En fait, à l'époque, il y avait une frontière qui était très très mince entre la philanthropie et l'impact. Il y avait même certaines thèses il y avait beaucoup de fonds qui avaient des thèses sociales et qui du coup avaient mais ce qui est normal, avaient des TRI annoncés qui étaient on va dire modérés. Parce que moi je trouve ça assez normal, parce qu'on traite de l'humain, on peut pas se dire qu'on va faire du 25% par an, etc. Et donc effectivement dans l'imaginaire, en tout cas dans la connaissance des LP de cette classe d'actifs, c'était vraiment à la limite de la philanthropie. Donc il y avait aussi un enjeu avec notre bâton de pèlerin d'aller dire non, nous
nous, on pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour aller générer du TRI, du rendement financier et du gain environnemental. Et donc, étant donné qu'on était au début, c'était assez compliqué parce qu'il n'y avait pas vraiment de cadre prédéfini qui nous permettait de vraiment préciser ça, des sortes d'agréments, de certificats. Ça a commencé à être un peu plus simple, en tout cas avec au niveau de l'Europe, avec notamment la taxonomie européenne, des choses dans le genre qu'on pu un peu définir. C'est quoi un fonds d'impact? Et cette notion d'article 9, 8, etc., qui définissait un peu qu'est-ce qui constitue la durabilité d'un investissement. Ça nous a permis vraiment d'irriguer un peu notre thèse face au LP pour dire regardez, nous en fait on se situe vraiment là. Et donc pour les LP c'est important parce que eux de leur point de vue ils ont des allocations à faire assez conséquentes. Forcément ils mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Mais de savoir, eux aussi, ils ont des enjeux d'aller, dans leur rapport RSE, montrer que les allocations sont sur des choses un peu, on va dire, vertueuses. Mais là, ils avaient une classe d'actifs qui commençait à émerger et un peu à se catégoriser. Donc ça a permis d'irriguer un peu la chose. Mais quoi qu'il arrive, monter un fonds, c'est toujours très compliqué. Et on a commencé le roadshow à un moment donné. On a mis 2 ans à faire un premier closing, avec en plus est arrivé on a eu notre agrément AMF en plein lockdown. Et donc, normalement, quand tu as ton agrément AMF, tu es prêt à faire des appels de fonds. Sauf que là, on était tous confinés chez nous. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. 2 ans. Et après, tu as encore 2 ans pour continuer à closer ton fonds. On finit sur une guerre en Ukraine avec les marchés financiers qui se disent mais qu'est-ce qui se passe, l'augmentation de certaines matières premières, etc. Qui fait que comme pour tout le monde, comme n'importe quel entrepreneur, c'était un moment un peu qui a pu secouer. Donc à la fois on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs qu'on s'était fixés. On avait prévu, on voulait lever 100 millions d'euros. Finalement, on n'enlèvera que 40. Mais en même temps, pour bien connaître le sujet maintenant, entre le nombre de personnes qui se lancent pour monter un fonds, et il y en a aussi beaucoup qui s'arrêtent en chemin parce que c'est extrêmement long. On se prend beaucoup de portes au nez, notamment quand c'est notre premier fonds, que on a déjà réussi à flécher un peu de l'argent avec des investisseurs qui partageaient notre thèse vers des PME en croissance, avec une thèse sur laquelle on est très fiers de porter. Voilà, mais tout ça pour dire que monter un fonds, ouais, il faut vraiment être. Tu vois, par exemple, quand je parle avec des entrepreneurs, et pour certains, j'essaie de leur donner quelques tips sur la levée de fonds, où je leur dis que quelque chose qui est clé, c'est la préparation. Il y a vraiment 80% de préparation et le reste, ça va être de la rencontre, etc. Mais c'est extrêmement important parce que quand on est une start-up notamment, on est très risqué, on a forcément des trous dans la raquette, et donc c'est comment je m'entraîne pour un peu pallier toutes ces choses-là, c'est extrêmement important. Et en même temps, un roadshow d'une startup, ça va durer entre 6 et 12 mois. Déjà 1 an, c'est déjà beaucoup. Un fonds, donc on est sur une préparation là où une startup prépare un marathon, comme on dit souvent, nous quand on monte un fonds, je sais pas, c'est un Ironman, grosso modo. Parce qu'on va passer dans la mer, parce qu'on va passer à faire du vélo, parce qu'il va pleuvoir, parce qu'après on a encore un marathon à faire. Et c'est extrêmement long. Et en parallèle de ça, on doit commencer à étudier des opportunités d'investissement. Et donc, il faut ménager la chèvre-chou. C'est qu'à la fois, on va avoir des investisseurs pour les convaincre que notre thèse est intéressante, et à la fois, on est sur le marché à commencer à détecter des potentiels d'investissement, parce que quand les investisseurs nous disent, OK, mettons, je vous mets de l'argent, vous investissez où? Il faut avoir du grain à moudre. Et donc, il faut faire avancer les deux un peu en même temps, comme une start-up qui essaye de commencer à générer un peu de chiffre d'affaires et commencer à aller voir un peu des investisseurs pour faire financer sa croissance. C'est un peu pareil. On va être dans une forme de schizophrénie sur laquelle il faut avancer. Et donc, nous, la partie pris qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on a pu réaliser des premiers investissements qu'on a fait à titre perso, qu'on a porté, qui nous ont permis d'illustrer la thèse et aussi notre commitment, nos skin in the game par rapport aux investisseurs. Et c'était là où on essayait de pallier le fait d'être un first time fund, c'est de dire, ouais, on a un first time fund, on a quand même notre affiliate perso, et par ailleurs, on a déjà investi dans 2-3 boîtes qu'on portera dans le fond une fois qu'il sera vraiment constitué et qui illustre vraiment notre thèse. Donc c'est pas juste des slides, c'est concrètement ce que c'est comme boîte. Et du coup, vous êtes
2 au démarrage de... Tout début, on est 2 et après, on est rejoint par 2 autres associés qui viennent Ok. nous rejoindre. Et donc, on va être 2 binômes, un binôme d'ex-serial entrepreneurs et un autre binôme de financiers. Et alors, comment vous répartissez les compétences, justement, dans cette première 2 années où tu dois à la fois déjà commencer à sourcer des startups et en même temps, dans cette phase de levée de fonds? Écoute, on est tous au four au moulin là-dessus. On est tous au four au moulin à trouver des opportunités pour faire des deals, à aller voir des LP potentiels pour aller pitcher. Non, là-dessus, on est tous, on y travaille tous ardemment. Et on n'a pas vraiment entre nous, il n'y en a pas qu'on fait uniquement du roadshow et les autres que de l'investissement. On se partageait à chaque fois les choses. On était tous partenaires là-dessus, donc c'était important qu'on partage ça. Ok. Et alors, quel est le profil de vos limited partners, justement? Est-ce que ce sont des personnes ou des organisations qui sont particulièrement animées par l'impact? Est-ce qu'ils voient ça comme une nouvelle tendance, potentiellement une nouvelle innovation, et se disent qu'il y a un créneau à prendre? Et du coup, derrière ça, comment vous, concrètement, vous mesurez l'impact à la fois quand vous sourcez des startups, mais aussi, est-ce que c'est un KPI à part entière que vous promettez à vos partners? Ouais, le profil de nos limited partners, il y a à la fois des particuliers, des serial entrepreneurs, des gens dans la finance, mais également des family office. Et après, on a quelques petits fonds institutionnels également qui nous ont confié aussi un mandat. Effectivement, je pense qu'il y a un curseur qui va être plus ou moins important suivant les profils et leur parcours. Bien évidemment, quand on est sur des profils de family office ou de personnes physiques, mais bref, on va être sur des gens où effectivement, je pense que l'urgence climatique va être quelque chose qui fait vraiment beaucoup écho, auquel ils sont très sensibilisés. Ceci étant dit, nous connaissant certains et connaissant la thèse, ils savaient aussi que nous, dans l'équipe, on avait également à cœur de démontrer qu'on va pouvoir générer du rendement financier au même titre qu'un fonds classique, parce que les conditions étaient réunies. Donc, je pense qu'il y avait aussi le partage de la thèse, de dire, en fait, ce qui n'était pas possible peut-être en 2010 d'investir dans des boîtes ESS, impact et générer des rendements à la même hauteur qu'un autre fonds traditionnel est possible aujourd'hui. Donc, en tout cas, on partageait ces convictions. Et après, sur les fonds institutionnels, je pense qu'ils ont un regard un peu plus froid, mais ce qui est normal. Mais néanmoins, je pense que ils étaient à la fois aussi très intéressés de suivre un peu cette nouvelle tendance dans l'optique de croire qu'effectivement on va aller atteindre la thèse et les rendements qu'on a impliqués. Donc je pense que eux, ils avaient des enjeux également d'allocation sur des choses aussi vertueuses, parce que ils doivent rendre des comptes à un moment donné des bénéficiaires et s'ils investissent toutes leurs allocations dans le secteur pétrolier, ça va pas satisfaire. Et en même temps, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à démontrer, le monde de la PAC, on doit encore démontrer qu'on va atteindre ses rentabilités. Et bien, confier une partie de leur mandat à des équipes comme nous, qui mettent sur un même niveau le rendement financier et l'impact, était intéressant. Et donc, c'est pour ça, juste pour préciser, que on avait une thèse aussi qui était tournée plutôt vers des PME en croissance. Donc, c'est un fonds de private equity et moins start-up, parce que c'est aussi important de démontrer dans un premier temps sur des boîtes déjà qui sont rentables en phase de l'être, on va pouvoir continuer à capter de la valeur. C'est aussi des boîtes qui ont un impact qui est forcément beaucoup plus important qu'une start-up qui se lance. Donc, c'est aussi une donnée qui est qui est pas anecdotique, parce que monter un fonds de venture dans l'impact, je pense que c'est comme monter l'Everest par la face nord, en tout cas en termes de création de fonds. Il y en a qui ont réussi, qui sont dans ces locaux-là que je connais bien, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a assez peu de gens qui veulent prendre du risque là-dessus, qui plus est dans l'impact. Donc nous, il y avait aussi cette dimension de se dire, on a besoin de montrer, mais même c'est pas que pour le fonds Family Impact, mais qu'on montre que sur des millésimes, en tout cas de private equity ou de late venture, peu importe comment on l'appelle, on arrive à générer à la fois du rendement financier et du rendement environnemental. Et donc sur la partie mesure et suivi de l'impact, qui est forcément au cœur de la stratégie, qui définit en plus que ce que certains ont pu mentionner, mais le fonds article 9, c'est-à-dire que tous nos investissements doivent être de l'impact. C'est pas juste une partie impact et puis après j'en mets sur des trucs qui sont pas impact parce que j'ai envie de pondérer un peu l'investissement. Nous, c'est 100% impact. Je dirais que c'est des choses
pas évidentes, sur lesquelles on est extrêmement vigilant, et que dans les processus d'investissement, à chaque fois, on avait des garde-fous pour s'assurer qu'on allait dans le bon sens et qu'on n'allait pas juste faire un investissement parce qu'il y avait un rendement financier potentiel qui allait être important, mais parce qu'il était sous-tendu par une thèse d'impact aussi significative. Donc en phase de pré-investissement, généralement, on allait faire nos due diligence de manière assez profonde, voire même avant même l'investissement, avant même de décaisser. Généralement, on faisait intervenir un cabinet un peu spécialisé sur une thématique pour vérifier la véracité de ce qu'on avait, nous, détecté, et également construire avec le management un business plan d'impact qui allait être aussi pour nous un document de suivi au même titre que le business plan qu'on allait suivre tout au long de notre vie auprès de la participation. Et donc, l'enjeu au global, il est d'additionner des choux et des carottes, parce qu'on a à la fois fait des investissements dans des boîtes qui allaient faire du dessalement d'eau de mer, par exemple, des boîtes dans l'énergie, des boîtes dans l'agriculture durable, dans l'air conditionneur, de matériel électronique. Et donc, comment on additionne à l'échelle du fonds un KPI? On le fait bien évidemment sur chaque participation, et après, on tend à le traduire en équivalent CO2. Donc, c'est un peu là-dessus que on a un KPI principal, mais sur chaque participation, on a un business plan d'impact, donc qu'on tend à suivre. Et comme dans tout fonds d'impact, on a du coup une partie de notre caride qui est significative, qui est liée à l'atteinte d'objectifs environnementaux. Et donc, c'est là où on a un très fort alignement d'intérêt avec les managements, avec les équipes dans lesquelles on investit. C'est que si jamais, pour X raisons, ils ont besoin de faire un pivot et de ce qu'ils faisaient avant, avec un matériau biosourcé, il faut le faire en plastique. Eh ben, moi, ça va aller à l'encontre finalement de mon caride que je vais pouvoir avoir, parce que sur la partie environnementale, je vais vraiment baisser, et donc je vais pouvoir avoir une position forte pour dire mais non, il faut tenir sur cette partie-là, parce que c'est important. Et donc c'est un des éléments aussi qui différencie un fonds traditionnel d'un fonds d'impact, c'est cet alignement d'intérêt sur les objectifs environnementaux et sociétaux qu'on a pu mettre en place. Et donc, quand tu dis que l'impact finalement était au même niveau que le TRI, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué, ou est-ce que ça a été la ligne de conduite dès le départ? C'est-à-dire que peut-être l'impact, vous étiez un petit peu à la traîne, et que finalement a fini par évoluer pour arriver au même niveau d'exigence que le TRI. Non, en tout cas, nous, on l'a toujours mis sur le même niveau, sur le même pied d'égalité dès le début. Parce que investissant dans des pure players de l'environnement, a priori, toute augmentation du chiffre d'affaires ou de la rentabilité va augmenter également l'impact. Et en fait, et encore une fois, aujourd'hui, les conditions sont réunies pour créer des conditions favorables à l'émergence de champions verts dans plein de secteurs de l'économie. Donc depuis le début, on l'a toujours considéré de cette manière-là. Maintenant, si on parle un petit peu plus du secteur de la climate tech, de la nature tech. Alors déjà, est-ce que tu pourrais définir aujourd'hui ce qu'est selon toi la climate tech? Alors la climate tech, je pense, ça rassemble toutes les innovations qui visent à lutter contre le changement climatique et en atténuer ses effets. Donc ça se caractérise par des innovations qui permettent de réduire les gaz à effet de serre, qui permettent d'atténuer les effets de s'adapter à des nouvelles conditions climatiques, et puis de pouvoir aussi transitionner vers une économie plus durable. Donc c'est un peu tout ça, la climate tech. Et alors, qu'est-ce que tu penses justement de ce débat qui disait que peut-être il faut rebrand la climate tech, que la climate tech telle qu'on la connaît aujourd'hui est morte? Avant climate tech, on appelait ça impact. Green tech, clean tech. Voilà, clean tech. Le fait est, je pense qu'aujourd'hui, quand même, il y a une prise de conscience de l'urgence climatique qui fait que, peu importe comment on l'appelle, mais des gens qui apportent des solutions qui visent à réduire l'émission de gaz à effet de serre, ou à mieux s'adapter dans le monde dans lequel on va évoluer. En fait, il y a une opportunité de marché. Donc en fait, alors peut-être qu'il faut il y a peut-être un besoin de le rebrander. J'irai forcément pas sur le dogme, mais plutôt le sous-segmenter, parce qu'il y a eu le gros monde de l'impact, mais dans l'impact, effectivement, il y a les climate tech. Dans les climate tech, on peut parler d'économie circulaire, on peut parler d'énergie, on peut parler il y a plein de choses. Et ma vision des choses, c'est que je pense que cet écosystème, il va plutôt
commencer à se verticaliser pour se spécialiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin, qu'on ait encore à créer des fonds, et c'est des millésimes encore en cours, qui sont un peu généralistes. C'est important parce que on est quand même sur comme tout investisseur, dans des phases aussi on porte aussi une phase d'incertitude dans nos investissements. Même si on tend à objectiver nos investissements, il y a quand même toujours des phases d'incertitude. Et donc, on a besoin effectivement, en termes d'allocation des assets, d'avoir un portefeuille, je dirais, multicolore, avec un peu d'énergie, de l'agriculture, du transport, du bâtiment, etc. Mais je pense que petit à petit, et je pense que ce qu'on a vu un peu dans la tech, on aura des deuxièmes millésimes qui vont commencer à se verticaliser parce qu'on va avoir des convictions d'investissement qui vont se traduire sur des retours de liquidité, d'autres sur des pertes. Donc on va commencer à voir, comme on l'a vu dans la tech, des fonds qui étaient dédiés à l'époque à faire que du SaaS, que des marketplaces, et c'était pas que des fonds tech, des fonds verticalisés. Et donc avec des équipes d'investissement aussi qui maîtrisent beaucoup mieux les tenants aboutissants des marchés, les dynamiques en place, etc., etc. Donc moi, le rebranding, je vois de manière plutôt positive. Je vois plutôt sur, je pense, des thèses qui vont commencer à s'affiner parce qu'on va commencer à avoir aussi des premiers retours sur investissement et on va pouvoir un peu adapter les braquets et en tout cas mettre le pied sur l'accélérateur, hein, sur des thèses qui sont vraiment porteuses. Au moins à l'échelle européenne. C'est vrai que je pense que quand on investit sur l'américain, je pense qu'effectivement, on est sûrement un peu moins positif. Au contraire, notre avantage concurrentiel en Europe, il doit se faire pour transformer l'économie vers quelque chose de beaucoup plus circulaire, durable, etc. Et je pense que ne pas prendre à bras le corps ces enjeux-là vont nous emmener dans le mur à un moment donné. Vous, c'est déjà une tendance que vous voyez chez vous, notamment pour Family Impact, où vous avez déjà cette volonté un peu de vous spécialiser sur certaines verticales, ou vous restez encore généraliste en vous disant, voilà, on va voir... Non, pour l'instant, on reste très opportuniste sur les secteurs, Okay. sur les secteurs, effectivement, pour avoir un portefeuille, je dirais, multicolore. Mais là, au fur et à mesure que le fonds avance, on va commencer à amener des réflexions aussi par rapport aux sorties qu'on va commencer et des retours de liquidité qu'on va commencer à avoir pour affiner un peu le deuxième millésime sur quelle couleur exacte on va pouvoir lui mettre. Est-ce qu'on va se retirer peut-être de certaines thèses parce que on n'aura pas trouvé d'opportunités significatives. Donc on va amorcer la réflexion dans les mois qui arrivent. Là-dessus. Ok. Tu as déjà envie de partager un retour d'expérience à ce niveau-là, ou c'est encore un petit peu tôt? Non, je pense que c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Non, je pense Parce que toi, tu as des convictions personnelles à ce niveau-là. J'ai certaines verticales qui vont particulièrement connaître un essor cette année ou dans les années qui viennent. Je pense que alors, j'ai plutôt des secteurs qui ont été un peu déceptifs. J'ai plutôt ça en tête pour l'instant, et sur le reste, il y a plein d'opportunités encore qui restent. Mais sur les parties déceptives, par exemple, on l'a vu avec ce qui se passe dans le secteur de l'élevage d'insectes pour faire de la protéine animale, avec des boîtes comme Insectes, Agronutris encore. Nous aussi, on a fait un investissement dans une boîte un peu dans ce domaine-là, qui a pas réussi à trouver la rentabilité de ses processus industriels et qui, je pense, va mettre en pause un peu toute cette industrie pendant un moment. Voilà, on va pas monter un fonds dédié à ça parce que là, il y a eu trop de casse et beaucoup d'investisseurs, on a tous été supportifs derrière ce secteur-là. Force est de constater que ça n'a pas encore trouvé son niveau de rentabilité. Alors il y a sûrement, les histoires sont sûrement différentes pour les uns et les autres, mais je pense que ça va revenir parce que ça reste pour moi un formidable cas d'usage où on a des biodéchets aujourd'hui constitués à 60-80% d'eau qui sont envoyés dans des incinérateurs, ce qui est un peu un non-sens, qui fait qu'on arrive à détourner ce flux, on donne à manger à des petites larves qui arrivent à en faire de la protéine à destination de l'alimentation animale, qui est une véritable alternative aux protéines de soja importées du Brésil, qui sont transportées, qui sont faites dans des conditions qu'on maîtrise pas, etc. Il y a quand même plein de choses formidables. Le momentum, il s'est mis en pause pour moi pour cette industrie pour l'instant. J'espère que ça va repartir. Donc c'est plutôt sur cette partie-là où voilà, c'est un peu des choses un peu les moins positives. Sur le reste, il y a plein de choses assez positives dans le domaine de toute façon, si on regarde le potentiel environnemental, si on regarde que le prisme environnemental, si on prend que le secteur de la construction et du transport, c'est quasiment 60% des émissions en France. Il y a forcément plein de choses à faire.
il y a forcément plein de choses à faire dans le bâtiment, que ce soit en éco-conception, que ce soit sur la partie circularité, notamment parce que on a aussi en France une réglementation qui est extrêmement ambitieuse et audacieuse, et on est un peu pionnier en Europe là-dessus avec la RE 2020, qui fait qu'il y a beaucoup de choses à faire qui sont intéressantes et qui, si on ne le fait pas, vont nous mettre au devant de catastrophes qu'on vit déjà, avec les impacts de l'artificialisation des sols et le fait qu'on ait des inondations, des choses dans le genre, avec le fait que sur le secteur agricole également, où on a pas qu'un enjeu environnementaux et de pollution, mais aussi un enjeu de vraiment rentabilité, parce que on a besoin que les agriculteurs ils vivent de leur travail. Et aujourd'hui, il y a aussi un enjeu social sur ce sujet-là à adresser. Et donc, en termes de tech, faut pas considérer que l'IA va tout faire. Ça va être un super outil où tu fais des choses deep tech, mais il y a des choses très low tech qui vont nous permettre d'adresser des enjeux pour savoir comment pouvoir nourrir demain tout le monde de manière vertueuse et sans polluer nos sols, et en faisant en sorte que les gens qui y travaillent, ils aient un salaire décent et un rythme de vie décent comme n'importe qui. Donc il y a des opportunités, il y a beaucoup d'opportunités, et il y a des momentum qui se ferment, j'espère momentanément, qui se couvriront peut-être dans quelques années. Et donc, tu parlais d'opportunités. Est-ce que justement aujourd'hui, avec le contexte international, notamment ce qui se passe aux États-Unis, les guerres, quels sont pour toi en fait les grands enjeux de la climate tech en Europe? Donc toi, tu as plutôt l'air de dire qu'il y a un environnement réglementaire, en tout cas en France, qui est plutôt En Europe. favorable, et en Europe. Ouais, non, c'est sûr que ça complexifie la tâche. De manière macro, on a des discours climato-sceptiques qui percent de plus en plus la société et qui vont donner une image fausse à l'urgence climatique. Donc, le bâton de pèlerin, sans avoir une casquette de vicieux entrepreneur, il doit être là. Et ça, c'est la première chose, c'est on doit collectivement avancer là-dessus. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça va avoir des conséquences. Après, encore une fois, dans toute crise, il faut savoir voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Moi, je pense toujours qu'en tout cas, on a un terrain de jeu en Europe qui peut être propice à ça, parce que on va s'adapter au réchauffement climatique. Mais je pense qu'il y a aussi des enjeux de souveraineté industrielle qu'on reparle. On l'a vu avec le Covid, quand les choses étaient, on n'avait plus accès à certaines ressources parce qu'elles étaient délocalisées, je sais pas où. L'enjeu de l'impact environnemental, il est aussi sur un enjeu de souveraineté, et notamment la souveraineté industrielle, où relocaliser un certain nombre de filières va être à la fois importante pour notre souveraineté. Ça va également permettre de mieux maîtriser, je dirais, la manière, les processus industriels, et pouvoir tendre à les décarboner, etc. Donc moi, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. Et puis 2025, théoriquement, c'est l'année aussi de la mise en place de la CSRD. Donc c'est aussi toutes les entreprises qui sont pas que impact, mais qui ont forcément des externalités, de commencer à mesurer ces externalités pour tendre à être un peu, de mettre en place des actions qui vont nous permettre d'être mieux disants sur un certain nombre de processus qu'on ne mesure pas aujourd'hui, et d'intégrer petit à petit, pour n'importe quelle boîte, que ce soit une boîte à impact, mais aussi le boulanger du coin, n'importe quelle boîte, de mettre sur un même plan mes enjeux financiers et les externalités de ma boîte. C'est un enjeu qui est pas juste pour faire le bisounours bien pour la planète. Je pense que c'est un enjeu aussi de marque employeur, où il y a de plus en plus de talents, il y a une génération qui est encore à l'école et qui sort juste d'école, pour lesquels ce sont des axes extrêmement importants sur lesquels ils portent leurs décisions. Et donc, demain, une entreprise qui ne prend pas en compte ces externalités, même si par moment elle peut être contrainte, en tout cas qui ne les mesure pas, ça va être compliqué pour elle d'attirer aussi des talents pour continuer à développer son activité. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à une morosité ambiante actuelle. Et c'est vrai que depuis le début 2025, avec l'arrivée de Trump, etc., il y a beaucoup de challenges qui s'offrent à nous. Mais néanmoins, si on arrive à se projeter à 3-4 ans, la durée d'un fonds d'investissement, c'est 10 ans. Moi, je me dis, c'est maintenant qu'il faut mettre en place les conditions pour que dans 2-3 ans, quand tout ça va repartir, parce que chaque crise, à un moment donné, ça va remonter, on soit justement dans les meilleures dispositions pour nous prendre cette croissance verte, en tout cas faire en sorte que l'économie se transforme vers quelque chose de beaucoup plus durable. Très intéressant. Et alors, du coup, ça m'amène à faire la transition avec, ou plutôt le lien avec le monde de la finance plus largement. Comment est-ce que toi, tu penses que la finance et un fonds d'investissement peut
avoir un rôle stratégique à jouer donc, dans le changement de notre système économique pour surmonter la crise climatique? Il a un rôle pivot. Enfin, je vais essayer de mieux nuancer ça parce qu'il a un rôle pivot et en même temps, il faut être assez humble. Les vrais acteurs de ce changement sont les entrepreneurs. Mais normalement, il a un rôle pivot parce que c'est lui qui va faire l'interface avec des LP pour leur prouver que justement cette aide d'investissement est la bonne et des projets qui se développent et dans lesquels ils vont pouvoir injecter de l'argent pour faire se développer. Et donc là où c'est important, c'est aussi que les équipes d'investissement, je pense que comme ça s'est passé pour la tech en France, il y a une vraie osmose avec l'univers entrepreneurial et qu'il y a un vrai besoin de créer des carrefours pour générer ces rencontres, pour acculturer les visions et générer des opportunités business. La Climeta, c'en est un. Et elle s'est notamment construite sur les fondations d'un autre carrefour qui était ici là avant, qui était qui était Numa, où se rencontraient des corporates, des startups, des investisseurs, des avocats, des étudiants qui voyaient un peu ce secteur, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, à la suite de ça, il y a eu Station F qui a été la partie industrielle et qui fait que Paris ou en France en général possède un écosystème extrêmement mature. Et je pense que là-dessus, les investisseurs ont un rôle à jouer. Ils ont déjà joué leur rôle à l'époque où, moi j'ai souvenir, voir les investisseurs dans la tech venir dans des jurys de start-up qui étaient présents. Être dans les locaux à côté d'entrepreneurs et donc plus on se côtoie mieux on se comprend et on prend les enjeux des uns et des autres pour avancer. Et donc je pense que les investisseurs ont un rôle prédominant à jouer pour à la fois convaincre les LP et aussi venir insuffler leurs briques, leur vision au contact des entrepreneurs et vice-versa monter en compétences pour adresser les vrais enjeux. Bon, on a parlé de la climate tech, on a parlé de la finance, on a parlé du fonds de Famae que tu as cofondé. Mais maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle du coup de Matters, parce que aujourd'hui, tu es le general manager de Matters, un product and startup studio dédié à l'impact, toujours. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la spécificité de Matters? Qu'est-ce qui t'a animé justement à prendre les manettes aujourd'hui et qu'est-ce qui vous différencie finalement d'autres startup studios? Donc ouais, Matters, ce qui nous singularise, c'est que là où beaucoup de structures qu'on appelle startup studio, on va dire internalisent des soft skills pour les transmettre aux équipes qui vont monter des projets. Nous, à l'inverse, on va internaliser des hard skills. Donc c'est une approche très, ce qu'on appelle très hands-on, qui fait qu'on est assez complémentaires de genre de structure. Et donc moi, en tout cas, dans ma vision, c'était de me dire, j'avais d'un côté déjà créé une initiative pour aller flécher de l'argent vers des projets à impact. Il y a quand même une réalité, c'est que je pense que l'impact est aussi beaucoup plus dur que la tech en général, parce que la tech ne se limite pas qu'au software, mais dans la tech de l'impact, il y a de l'indus, il y a de la chimie, il y a des processus industriels, etc. Et donc, on est sur un cycle qui est beaucoup plus long et beaucoup plus complexe qu'une startup tech qui va faire des releases de son produit toutes les semaines et qui peut pivoter, etc. Et donc, il y a un besoin d'avoir, en tout cas, une sorte d'operating partner aux côtés des boîtes à impact pour les aider à passer des étapes un peu complexes. Et le fait et donc Matters, c'est un peu ce qu'on est. On est un operating partner capable d'accompagner des startups, des scale-up et même des plus grosses organisations sur des projets effectivement qui sont vertueux pour le climat, pour la société, sur le volet tech et environnemental. À la fois pour des sociétés qui sont purement software. Par exemple, je sais pas moi, une boîte qui va faire un outil de visualisation de la déperdition de chaleur dans les bâtiments, sur lesquels chez nous on a des experts qui vont dire un peu combler les équipes ou compléter les équipes en place, et des boîtes j'appelle hybrides par exemple, qui sont dans la consigne. Leur enjeu, c'est d'être sur le hardware avec le contenant et les dispositifs de collecte associés et les schémas logistiques, par exemple, mais où forcément il y a du logiciel qui va se mettre là-dedans pour créer le lien. Et donc, nous, on va augmenter ces boîtes sur cette dimension-là. Et donc, là où on est
où les gens viennent nous voir souvent, c'est que on n'est pas, on a un modèle économique d'agence, en le sens où les gens ils payent pour travailler avec nous. Mais par contre, on n'est pas dans un paradigme où les gens nous disent, ben voilà le cahier des charges, voilà ce qu'il faut développer. Généralement, on vient nous voir pour justement confronter des partis pris technologiques et co-construire une roadmap avec eux. Et étant donné c'est une société qui existe depuis 2008, on est vraiment habitué à travailler dans des environnements contraints, budget flou, sur lesquels justement on a une approche très pragmatique qui commence par les enjeux business et sur lesquels par esprit un peu d'escalier, on va aller traduire ça sur la partie tech, avec une approche très frugale. On a même souvent des approches, les équipes ont des approches beaucoup plus frugales que les gens qui viennent nous voir. Les gens viennent nous voir en disant, voilà, il faut qu'on développe tel produit avec telles features, etc. Et en creusant, généralement, on va se rendre compte que il y a certaines hypothèses qui n'ont pas vraiment été validées, et bon, on va avoir des approches plutôt très frugales en low code pour dire ça va coûter moins cher, ça va être beaucoup plus rapide, mais ça va nous permettre d'aller tester ça auprès de la cible client pour voir si vraiment il y a de la valeur à capter. Et s'il y a de la valeur à capter, après on pourra le transformer sur quelque chose de beaucoup plus fin, en full code, etc. Donc il y a cette expertise qui est couplée à une ADN entrepreneuriale très fort, qui fait que généralement avec les équipes, on noue des relations long terme. Donc on n'a pas de package prédéfini où c'est comme ça peut se faire dans des accélérateurs ou incubateurs, ça dure 3 mois ou 6 mois. Nous, généralement, on va travailler la roadmap ensemble avec les équipes. Identifier, là, on parle plus de valeur ajoutée. Et généralement, toi, on l'a fait l'autre jour, on a fait une soirée pour la nouvelle année, on a invité certains de boîtes qu'on accompagne. Je crois que la moyenne de ceux qui étaient présents, en tout cas, tout le monde n'a pas pu venir, c'est normal, c'était 4 ans. Et donc, on est vraiment sur une temporalité très longue. Et donc, pour ces boîtes-là où c'est intéressant de travailler avec nous, c'est que c'est aussi un enjeu de ne pas perdre la connaissance de la tech, parce que l'entité Matters ne se résume pas à 1-2 personnes tech, mais à un collectif qui partage aussi la connaissance des projets, et qui fait que quand les boîtes, souvent, elles travaillent avec nous, et après il y a un moment de pause parce qu'elles ont un focus sur le commercial, et après elles reviennent nous voir, et ben il y a les humains qui se connaissent entre eux, et puis il y a tout un stack technologique aussi qui est largement maîtrisé parce que c'est nous qui l'avons développé, et qui fait qu'on a une approche extrêmement véloce pour continuer à les accompagner dans leur croissance. Et donc, quand tu dis que vous avez le fonctionnement agence, c'est-à-dire que vous prenez pas de participation? Il n'y a pas de participation. Non. Ok, c'est quand même très loin des startup studios qu'on peut imaginer aujourd'hui. Alors j'ai l'impression qu'il y a différents modèles qui émergent dans la startup studio, et en tout cas moi celui que j'avais de connu, c'était on a l'idée d'une entreprise, d'une boîte, et du coup on la crée. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on est même plus un product studio. D'accord. Non, mais effectivement, en fait, on n'apporte pas du tout la même chose, le niveau de service. Un startup studio, comme tu le précises, il a un fonds derrière lui. Donc en fait, c'est un fonds d'investissement. Oui, c'est ça. Qui a juste une capacité opérationnelle qui va générer lui-même ses opportunités et recruter ses équipes. Après, les équipes, elles doivent travailler. Nous, dans le product studio, ce que je te disais, c'est que nous, les gens viennent nous voir généralement avec une idée ou une première version du produit ou un truc même plus avancé, ça arrive. Et ce qu'ils viennent chercher, justement, c'est la confrontation et surtout une approche très opérationnelle de l'accompagnement. Ce que ne font pas les startup studios, qui doivent, eux, après, continuer à se développer, etc. Mais ils apportent pas ce type de service qui est au cœur de la stratégie. Et donc, ça nous arrive de travailler pour des startup studios. Donc, vous dites que vous êtes un product et startup studio à impact. Donc, les entreprises que vous accompagnez sont des entreprises à impact. Et donc, pareil, à l'entrée, quand ces entreprises vous demandent de travailler avec elles, vous regardez quelles sont leurs... Ouais. Exactement. On va avoir une approche. C'est en partie là-dessus qu'on va faire notre filtre. D'accord. Effectivement, ça va être sur il y a probablement comme partout, il y a du fit humain entre les équipes, la capacité à être dans l'écoute, le partage sur des valeurs communes. Et après, effectivement, c'est dans quelle mesure en fait la tech qui est développée permet d'adresser un enjeu quel qu'il soit sur le long spectre de l'impact. Et donc aujourd'hui, on accompagne des boîtes dans l'énergie. Je te dis des boîtes qui sont au siège de la loi dans la. C'est vraiment ce que j'ai envie de citer. Ouais, je pense que c'est des quelques-unes. Les belles success stories que j'avais accompagnées. Eh ben, écoute, une ancienne success stories qui est dans l'économie collaborative, c'est Ubico, qui a remplacé Autolib à Paris, et qui a été une société. C'est une relation qui était même avant que j'arrive, qui a duré pendant 10 ans. Et où Matters a toujours été là, présent au fil des années. C'est une société qui s'est fait racheter par Europcar.
in fine. Donc ça, dans l'économie collaborative, on a accompagné également quelques assos. Je sais plus, c'était il y a quelques mois, on a accompagné Solinum, qui est une association qui développe des solutions numériques à destination des personnes SDF. Donc on intervient aussi là-dessus. Donc sur la partie sociale, il y a aussi des choses. Et sur les parties aussi dans l'économie collaborative, aujourd'hui, on accompagne une société qui s'appelle CNEV, qui fait des outils en marque blanche pour permettre aux retailers de mettre en location des produits avant qu'elle vendait en one shot, et donc de créer beaucoup plus d'usages là-dessus. C'est une société qui a levé 200 millions d'euros l'année dernière, qui est un peu sous les radars dans l'écosystème, mais qui se développe très très bien. Et encore un peu récemment, on a des sociétés qui sont dans le back market du secteur de café, hôtellerie, restauration. Alpaga, pour ne pas les nommer, qui est une société dont, au lieu d'avoir des téléphones et des ordinateurs comme sur le back market, on a des pianos de cuisine, des fours, etc. en B2B. Et donc, ils fédèrent un peu toute cette filière-là où il y a finalement un coût d'opportunité qui est juste fantastique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller s'installer, et donc acheter les choses d'occasion, effectivement, ça peut être un peu risqué, mais quand c'est reconditionné, on a une forme de garantie derrière. Et donc, à quoi bon acheter quelque chose de neuf quand je m'installe et c'est compliqué. Et de l'autre, malheureusement, on a des structures qui vont fermer, et donc qui vont avoir sur les mains du matériel à disposition. Donc, au lieu d'aller prendre dans les ressources naturelles, autant se servir de l'existant, le reconditionner, le remettre sur le marché. Donc, Alpaga fédère toute cette filière-là, et c'est un sujet extrêmement intéressant avec lesquels on est super content de travailler. Maintenant, j'aimerais qu'on parle pour aborder la fin de l'entretien. Tu l'as déjà un petit peu évoqué. Quel serait le conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui se lance dans la climate tech et qui voudrait réaliser une levée de fonds? Donc, toi, tu disais que la préparation était quelque chose de super important à 80%. Est-ce que toi, en tant qu'investisseur, il y a d'autres sujets que tu aimerais mettre en avant? Non, je dirais pour préciser la préparation, en fait, c'est que ce soit dans la climate tech ou dans la tech, c'est le même conseil. Je veux dire, vous avez des fonds en face de vous qui sont en recherche de rendement, qu'ils soient financiers et ou impact. Et donc, c'est important de se préparer. Mais quand je dis préparation, ça va sur sa documentation, son business plan, aller faire des tours de rodage avec des gens autour de vous pour vous habituer à être pitché, avec des gens qui vont un peu creuser, vous challenger pour commencer à énumérer un peu toutes les questions qui reviennent, parce que souvent, c'est une question qu'on vous pose. Donc, ce qui est important, c'est d'appréhender ces questions. Ça veut pas dire qu'il faut toutes les adresser dans votre pitch, mais à minima que vous ayez les réponses. Mais également sur des parties beaucoup plus corporate de votre boîte, ou vérifier avec un avocat que vos contrats de travail ont été bien rédigés, que vous avez pris un truc sur Internet gratos et que vous avez fait des CDI à la One Again, mais qu'en fait l'IP vous appartient pas, parce qu'il y a pas ça, il faut le purger. Donc n'hésitez pas à aller voir un avocat qui va un peu regarder ça, et qui fait que le moment où vous appuyez sur le go pour le roadshow, et que du coup les investisseurs viennent vous voir, vous allez passer sur le dessus de la pile, parce que quand vous allez ouvrir un peu tout ça, vous êtes sérieux, vous paraissez sérieux. Donc l'idée, c'est d'aller enlever toutes les choses un peu qui sont néfastes de par du fait que vous commencez votre aventure, etc. Il faut les adresser. Donc ça va jusqu'à vos contrats de travail et la partie un peu documentaire et corporate de votre boîte. Donc pour moi, il est vraiment sur les deux volets. Et quels sont les conseils que tu donnerais à ceux qui souhaitent se lancer dans l'investissement, et particulièrement dans l'investissement à impact et la climate tech? Allez-y. La chose intéressante, c'est que c'est un univers qui est extrêmement riche, et qu'on en parlait, on a encore des thèses un peu globales, et il y a matière à aller construire des expertises assez fines sur des verticales dans l'énergie, dans la capture carbone, dans l'agriculture, etc. Et donc il y a d'un point de vue intellectuel, c'est un univers qui est extrêmement riche, et qui en plus adresse les enjeux de nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et donc en termes de conseils, mais c'est comme dans toute aventure entrepreneuriale au sens large, faut s'immerger. Donc faut aller dans les hubs où vous allez pouvoir assister à beaucoup de conférences pour apprendre. C'est aller à la rencontre d'experts pour aller creuser des sujets qui paraissent trendy en apparence, mais qui peut-être faut se faire sa propre conviction. Et après, l'avantage, c'est que... Alors, comment tu fonctionnes d'ailleurs à ce niveau-là? Est-ce que
T'hésites pas à aller explorer tous les sujets, même ceux qui te paraissent très techniques ou qui te parlent pas, ou est-ce que tu fonctionnes plutôt d'une manière un petit peu instinctive où tu vas suivre tes convictions personnelles? Peut-être par exemple quelqu'un qui serait vegan va plutôt s'intéresser à des entreprises qui font des alternatives Beyond Meat, etc. Ça peut faire écho, mais de manière générale, comme Jacques, faut toujours tendre à essayer d'objectiver ses investissements. Peu importe ses dogmes personnels, je pense que c'est des biais qui peuvent être, c'est plutôt une partie de la passion qui vous nourrit pour faire ce travail-là. Mais par contre, si vous gardez que ce biais-là, c'est le meilleur moyen de se planter aussi. Okay. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'exemple de la partie végétale, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'important, mais d'un point de vue investissement, faut regarder est-ce que c'est le bon moment pour investir sur une gamme de produits qui a tel positionnement. C'est important d'aller gratter sur ces éléments-là avant d'aller investir. Mais c'est pas juste sur le fait que faut que tout le monde soit vegan ou en tout cas qu'on accroisse ça. Donc je pense qu'il faut avoir un certain dosage entre ses passions, ses convictions et il faut les confronter aux réalités de marché et au bon timing. Comme on l'a vu sur certaines innovations, quand on arrive trop tôt, on peut se prendre des murs et on est quand même là pour générer du rendement en même temps. Donc je pense qu'il faut tenter au contraire, ça peut être c'est des signaux faibles qui peuvent vous aider à les guider. Il faut toujours aller la confronter pour moi aux réalités marché et à un potentiel qui vous fait dire que c'est maintenant qu'il faut y aller, faut prendre le train ou alors les conditions sont pas encore vraiment réunies. Il y a peut-être qu'en fait ça va être un flop pour X raison et ça repartira dans un autre paradigme. Donc faut toujours le confronter à une réalité commerciale pour moi. Ok, donc ni trop tôt ni trop tard et se méfier des hypes. Se méfier des hypes, oui. Ok. Et alors Baptiste, donc pour conclure, est-ce qu'il y a des personnalités qui t'inspirent dans ton engagement, qu'elles soient investisseurs, entrepreneurs ou autres? Quels sont des rôles modèles? Non, mais ouais, pour faire le lien avec la partie sportive, je trouve que des rôles modèles importants je veux pas répondre exactement à ta question, mais tu vois, c'est quand les sportifs commencent à avoir des engagements qui sont liés à des enjeux impact au sens large. On a vu des sportifs qui commencent à arriver dans des fonds d'investissement, et donc du coup, les fonds d'investissement s'en servent aussi pour marketer un peu leurs fonds en disant il y a Antoine Dupont qui est dans mon fonds, où il y a telle et telle personne. Et je pense que ces gens-là sont des vrais rôles modèles parce que déjà en tant que sportif, en général, ils véhiculent un certain nombre de valeurs qui sont quand même très positives, d'engagement, d'abnégation, etc. Et qui par ailleurs montrent l'exemple en investissant sur des thèses qui ont du sens. Là-dessus, il y a même un fonds qui s'est un peu dédié à ça, qui s'appelle Teampact, et qui rassemble beaucoup de sportifs de haut niveau pour justement, en plus d'avoir mettre de l'argent dans des boîtes, c'est aussi que les entrepreneurs puissent avoir accès à des sportifs de haut niveau d'un point de vue genre coaching, etc., bien-être. Et donc, ça fait le lien parce que je te disais. Et donc, pour moi, je le verrais plutôt comme ça à partir rôle modèle. C'est plutôt des gens de la société civile qui sont exceptionnels d'une certaine manière de par leur performance sportive ou autre, qui montrent qu'ils ont aussi les mêmes aspirations sociétales que monsieur et même tout le monde, et qui, par ça, ouvrent un peu la boîte de Pandore à ce que d'autres gens s'y engouffrent, parce que plus on sera et moins on sera marginalisé, donc c'est ça qui est important de développer. Ok. Et est-ce qu'il y a un autre investisseur engagé que tu me recommandes d'inviter sur le podcast? Il y en a plein. Une équipe que j'ai trouvée fabuleuse, qui a sûrement fait le roadshow le plus court de la place de ces dernières années. C'est l'équipe de Wind, qui a été créée par des serial entrepreneurs de la tech. Donc c'est aussi un mot des profils que j'affectionne parce qu'on a un parcours, on va dire, qui se ressemble un peu, et qu'on montait un fonds de 130 millions, un fonds article 9. Ils sont, je sais plus, au 2e ou 3e étage là, de la Climate House. Et donc, que ce soit Xavier Gury ou Thierry Van de Waal, je pense que ce serait intéressant que tu les rencontres parce que eux aussi, j'ai une démarche particulière, un parcours vraiment successful. Et pour autant, ils se sont mis la rate au courbouillon pour aller monter un fonds d'impact dans le venture, qu'ils ont réussi brillamment. Et ils ont déjà des deals super intéressants qu'ils pourront te décrire. Est-ce qu'il y a une ressource que tu voudrais nous partager, que ce soit un livre, une newsletter, un blog? Globalement, je lis pas mal de choses. J'aime bien lire les résumés des travaux du Shift Project, ou des shifters qui font beaucoup de travaux sur
décarboner tel ou tel secteur d'activité. Et ça donne une vision un peu macro de des enjeux. Ça donne des comparables aussi en termes de chiffres. Qui plus est, ils ont une approche un peu économique qui est quand même importante, intéressante. Donc il y avait ce livre qui est le plan de transformation de l'économie française qui est sorti il y a 2 ans, je crois, qui est un peu un condensé de tout ça, qui est intéressant. Donc moi rapprochez-vous de ce que fait le Shift Project, les shifters, etc. Nous, plus globalement, ça me permet de balancer l'anecdote, mais moi j'accueille un comedy club dans mes locaux. On fait plein d'événements autour de l'impact, l'entrepreneuriat et de la tech, mais on accueille aussi un comedy club qui rassemble des scientifiques et des humoristes pour traiter de la transition environnementale. Ça s'appelle le Bulbe Comedy Club. On a reçu des gens comme François Chemène, Timothée Paric, Philippe Brancola, on est experts et plein de stand-uppers. Et l'objectif de ça, c'est aussi prendre, je pense, parce qu'on parle de beaucoup de choses sérieuses et qui peuvent être anxiogènes, mais c'est aussi prendre des fois des moments un peu décalés qui nous permettent d'apprendre de manière un peu plus détendue. Et ce Comedy Club en est un et il est fabuleux. Il est ouvert à tout le monde? Il est ouvert à tout le monde. Okay. Voilà, il est ouvert à tout le monde et c'est un mix entre du stand-up et le burger quiz de l'impact où on va avoir des questions posées comme par exemple qu'est-ce qui est le plus carboné, faire 8 allers-retours en train de Paris à Brest ou manger 8 Paris-Brest. Donc il faut savoir y répondre et après il y a une explication du calcul qui a été fait. Donc on revient sur la sensibilisation au comparable et pour savoir ce qui est important et surtout l'important c'est où on va devoir se focaliser les prochaines années pour atténuer un peu les effets du changement climatique. Ok, bon on partagera les prochaines dates dans le résumé de l'épisode. Et donc Baptiste, où est-ce qu'on peut te joindre ou te suivre? On peut me suivre sur LinkedIn essentiellement. Je suis pas sur d'autres réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn. J'essaye d'écrire. Je devrais écrire plus pour promouvoir ce qu'on fait nous chez Matter, ce qu'on fait beaucoup d'événements pour justement créer des carrefours de rencontres, etc. Et puis tendre à apprendre sur les enjeux environnementaux. D'impact et d'entrepreneurs, parce qu'on est aussi des entrepreneurs, donc il y a aussi plein de challenges inhérents à ça. Et donc, c'est généralement sur LinkedIn qu'on peut un peu suivre ça. Eh ben super, on partagera tout ça dans le résumé de l'épisode. En tout cas, un immense merci Baptiste d'être venu prendre ce temps pour nous partager ton parcours, toutes tes recommandations, et puis encore bravo pour ton engagement. Et au plaisir de t'accueillir à nouveau sur un prochain épisode de Green Cash. Merci à toi Marine et longue vie à Green Cash. Vous venez d'écouter Green Cash, le podcast où l'argent vient financer un avenir fertile. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, partagez-le, abonnez-vous et laissez-moi un avis 5 étoiles. Je sais que c'est pénible, mais c'est très précieux pour moi et mon travail. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt sur Green Cash.